Nous allons maintenant passer à la conférence dont le sujet est syndicalisme et environnement. Nous accueillons Renaud Bécaud. Bienvenue Renaud et merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es docteur en histoire de l'environnement, auteur d'une thèse intitulée Syndicalisme et environnement de 1944 aux années 80, thèse qui porte sur la mutation des préoccupations environnementales au sein des organisations syndicales de salariés dans la France d'après-guerre et jusqu'aux années 80. Je ne vais pas citer tes nombreux ouvrages et contributions, à l'exception d'une seule, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit d'un texte que tu as signé portant sur la CGT et l'environnement, publié dans nos cahiers, numéro 122, de juin 2012. Portant sur la CGT et l'environnement, je viens de le dire. Tu es membre du conseil scientifique de notre institut. Autant dire que nous allons t'entendre avec grand intérêt. Renaud, tu as la parole. Je vais Merci pour cette présentation et merci pour l'organisation de cette conférence. On entend bien? On n'entend rien. Comme ça, c'est bien. Il faut parler plus près, c'est tout. Oui, ça va, voilà. Ok. Donc, la commande qui m'a été passée, c'était de faire un peu un état des lieux de ce qui a été dit sur syndicalisme et environnement jusqu'ici, une perspective historique évidemment, et puis surtout d'esquisser ce qui pourrait être des pistes de recherche pour les prochaines années, parce que ça reste un sujet qui reste encore relativement peu travaillé. Alors il y a un certain nombre de travaux qui ont pu émerger depuis une dizaine d'années. Ça a été relativement lent à émerger, dans le sens où pendant très longtemps il y a eu une défiance des sciences humaines et sociales françaises à penser la relation entre syndicalisme et environnement. Je le souligne parce que ce n'est pas quelque chose qui existe dans tous les pays. Par exemple, en Italie, les historiens italiens du mouvement ouvrier se sont emparés beaucoup plus tôt qu'en France des questions des relations entre pratique syndicale et environnement. Et même aux États-Unis, où a priori il n'y a pas un mouvement syndical qui serait particulièrement marqué par les questions environnementales, les historiens américains. Je disais même aux États-Unis, où a priori le mouvement syndical n'est pas particulièrement attiré par les questions environnementales, a priori, des historiens américains se sont emparés beaucoup plus tôt. Il est où le second micro? David, descend. Ah non. Donc il y a eu dans... Non. C'est la pile qui est morte. Dans plusieurs pays hors de France, il y a eu des travaux beaucoup plus tôt qu'en France sur les relations entre syndicalisme et environnement. Et donc il y a un peu une particularité française dans le retard qu'on peut avoir dans la recherche historique sur ce thème-là. Ce qui fait que les travaux qui ont émergé au cours des dernières années, au cours de la dernière décennie, ils ont porté principalement sur une période plutôt récente, sur la seconde moitié du XXe siècle, voire sur la période qui commence dans les années 68 et qui va jusqu'aux premières années de la décennie 2000. Donc ça reste des travaux qui chronologiquement restent très limités, et on est dans une période où l'environnement est thématisé comme tel dans les politiques publiques,
notamment après la fondation du ministère de l'Environnement en France en 1971. Or, il y aurait un intérêt, je vais essayer d'y revenir, à travailler sur une chronologie beaucoup plus longue que ça, d'autant plus qu'on est dans un contexte intellectuel qui me semble beaucoup plus favorable pour travailler ces thématiques-là qu'il y a une dizaine d'années. La défiance des sciences humaines et sociales, des chercheurs en sciences humaines et sociales sur cette thématique-là, elle est moins forte. Il y a une attente sociale aussi d'avoir des travaux sur ce thème-là, et il y a des jeunes chercheurs qui commencent à s'engager davantage sur ce type de sujet. Alors, ce que je vais vous présenter ici, je dois dire d'abord qu'il y aurait un anachronisme qu'il faudrait éviter de commettre, qui consisterait à chercher dans un passé même lointain, des formes de pré-écologisme ou de proto-écologisme dans les pratiques syndicales. C'est pas ce que je veux vous présenter. Je pense que c'est pas nécessairement intéressant de raisonner non plus dans ces termes-là. Moi, je m'inscris dans une démarche d'histoire de l'environnement ou d'histoire environnementale, qui est une démarche qui, en histoire, contribue à beaucoup renouveler de perspectives depuis une dizaine d'années en France et depuis plus longtemps dans d'autres pays. La démarche de l'histoire environnementale, pour vous le dire très rapidement, pour vous expliquer pourquoi ça peut être intéressant aussi pour les IHS de s'y intéresser, c'est une démarche qui consiste à proposer une forme de rematérialisation de l'histoire. Si vous voulez, l'histoire environnementale, ça se définit assez basiquement comme l'histoire des interactions réciproques entre sociétés humaines et écosystèmes, et la manière dont les transformations de l'un de ces deux termes, que ce soit les transformations des sociétés humaines ou les transformations des écosystèmes, vont impacter en retour l'autre acteur. Donc, comment, par exemple, quand une société transforme un milieu, une rivière par exemple, ça peut avoir en retour des effets sur la façon dont se reconfigurent des rapports sociaux ou dont se consolident certains rapports sociaux. Donc, quand on raisonne dans ces termes-là, ça permet d'examiner, y compris les pratiques syndicales dans un passé assez éloigné, en s'interrogeant sur les représentations de l'environnement, sur la façon dont les discours syndicaux ont participé ou pas à transformer l'environnement ou à protéger certains éléments environnementaux. Donc c'est une démarche qui me paraît aussi utile pour ne pas se limiter à chercher des formes de pré-écologisme ou de pratiques proto-écologie dans le mouvement syndical, mais regarder aussi des points des périodes où le mouvement syndical n'a pas nécessairement pensé cette question environnementale pour voir ce que produisent ces impensés ensuite en termes d'impact sur l'environnement. Je vais fonctionner en deux temps. En premier temps sur un bilan des travaux où je serai assez rapide, bilan des travaux qui ont été menés jusqu'ici. Je serai assez rapide sur ce point-là parce que ça me paraît plus intéressant qu'on puisse en discuter éventuellement après, et un temps un peu plus long, un deuxième temps sur les pistes de recherche possibles, les pistes de recherche émergentes actuellement sur ces questions-là. Donc les travaux qui ont été menés jusqu'ici, ils restent, je vous l'ai dit, assez limités en nombre de travaux. Tous ne revendiquent pas nécessairement de parler prioritairement d'environnement, mais ils adoptent différents chemins pour en venir sur une thématique plus environnementale qui peut nous intéresser ici. Donc le premier type de travaux, ça a été toutes les réflexions qui ont été menées par des historiens sur la manière dont la thématique du cadre de vie a émergé dans les organisations syndicales, principalement à la fin des années 60 et dans les années 70. Dans un colloque de l'IHS, dont les actes ont été publiés en 2008, et vous pouvez retrouver le texte sur le site de l'IHS, Daniel Tartakovsky avait publié un texte sur la façon dont la CGT s'emparait des enjeux qualifiés de hors-travail dans les années 60-70, et a montré dans ce cadre-là comment la réflexion sur le cadre de vie émergeait, une réflexion sur le cadre de vie qui portait sur les questions d'aménagement urbain, d'aménagement du territoire, de présence de la nature en ville, d'accès des classes populaires à un certain nombre d'espaces naturels pour des pratiques récréatives ou des pratiques de loisirs. Donc ça restait un premier balisage du terrain de recherche. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce thème-là. Il y a un certain nombre de travaux qui ont prolongé ce texte de Daniel Tartakovsky, en s'intéressant à la fois à ce qui se passait dans la CGT, dans la CFDT dans les années 60 et 70, parce que sur ce point-là, sur ce thème revendicatif du cadre de vie, il y a des discussions, des dialogues croisés entre CGT et CFDT qui serait intéressant de continuer à étudier. Donc, cette notion de cadre de vie, si elle émerge dans les années 60, c'est parce qu'on est dans un contexte d'urbanisation croissante, que ça pose un certain nombre de problèmes de logement, de problèmes d'accès à des équipements collectifs, de problèmes d'accès à certaines ressources essentielles,
L'eau dans certains quartiers peut être un problème dans les années 60. La question de l'accès aussi à des espaces naturels qui étaient privatisés peut poser problème. Donc cette notion de cadre de vie, on sait, ça a été documenté dans l'historiographie, qu'elle a émergé principalement dans un premier temps à partir de réseaux militants qui venaient du catholicisme social, d'où le fait qu'il y ait une présence importante de la CFDT sur ce thème-là. Mais quand cette notion de cadre de vie émerge au sein de la CGT, elle est aussi portée par des militants cégétistes qui ont une formation du catholicisme social dans un premier temps. Et donc avec cette notion de cadre de vie, dans les années 70 émerge un certain nombre de mobilisations, dont certaines ont été étudiées, mais pas toutes. Il reste du travail à faire sur ce point-là. Des mobilisations qui articulent enjeux sociaux et environnementaux dans la lutte contre la pollution industrielle d'un certain nombre de territoires. Des mobilisations pour l'accès à des espaces naturels qui étaient auparavant privatisés. Donc la CGT, par exemple, à l'époque, a des revendications sur l'accès à un certain nombre d'espaces forestiers dans la grande banlieue parisienne, que ce soit à Fontainebleau ou ailleurs, où il pouvait y avoir des réserves de chasse privatives. Donc il y a eu des mobilisations pour permettre l'accès aux classes populaires à ces espaces-là. À Nantes, il y a des luttes sur l'accès aux berges de l'Erdre, donc une rivière dans le nord de Nantes, qui était assez largement privatisée à l'époque. Donc plusieurs luttes populaires comme ça sur la possibilité d'accéder à des espaces naturels pour des pratiques de loisirs. Et il y a également une réflexion qui se mène et qui là a été encore très peu étudiée à mon sens dans ces années-là autour de cette thématique du cadre de vie sur l'accès aux équipements collectifs de quartier et la possibilité d'imaginer des équipements collectifs de quartier qui permettent de mutualiser la réponse à un certain nombre de besoins, y compris pour limiter l'impact écologique de pratiques quotidiennes, par exemple les services alimentaires ou d'autres types de services. Donc tout ça également s'articule dans ces années-là avec l'invention ou la réinvention plutôt d'un syndicalisme interprofessionnel territorialisé. Il y a des structures territoriales, unions locales ou autres, qui sont revitalisées dans ces années-là pour prendre en charge ces mobilisations sur le cadre de vie. Et là aussi, il y a peut-être un enjeu à continuer à travailler sur ces questions-là. Autre point important sur ces mobilisations pour le cadre de vie, c'est que très fréquemment, les réflexions qui sont menées autour de ce thème revendicatif, elles sont articulées autour d'une réflexion sur la manière dont des critères environnementaux ou pré-environnementaux pourraient être intégrés aux procédures de planification, que ce soit aux procédures de planification qui existaient réellement dans ces années-là en France, ou bien dans des procédures de planification qui auraient pu être souhaitables dans le cadre d'une transformation de l'économie et de la société. Donc ça, c'est le premier ensemble de travaux dont on dispose, qui commence à être un peu travaillé, même s'il reste des choses à faire. Le deuxième ensemble de travaux dont on dispose, c'est toutes les réflexions sur les impacts environnementaux des choix énergétiques. Donc sur ce thème-là, on avait une historiographie avant même l'apparition de préoccupations environnementales, d'une approche environnementale de l'histoire. On avait des travaux importants, un champ de recherche bien balisé sur la façon dont la CGT notamment avait porté des propositions pour la nationalisation des industries énergétiques dans les années d'après-guerre. Mais dans ce domaine, finalement, le fait qu'il y avait un champ de recherche déjà bien balisé a été plutôt une difficulté pour les historiens pour interroger la part environnementale qu'il pouvait y avoir dans ces procédures. Pourquoi ? Parce que l'historiographie qui existait n'avait pas nécessairement intégré, et pour toute une série de raisons qui sont des bonnes raisons, n'avait pas nécessairement intégré une réflexion sur l'aspect environnemental de ces nationalisations. On a toute une historiographie dans les années 80 et 90 qui a porté notamment sur l'histoire de l'électricité. Il y a eu 4 tomes d'histoire de l'électricité publiés par des équipes d'historiens et d'ingénieurs électriciens dans ces années-là, et il n'y a pas du tout de thématique environnementale abordée dans ces quatre tomes. Donc le fait que cette historiographie était balisée a été une difficulté pour un certain nombre d'historiens pour affirmer que finalement tout n'avait pas été dit et qu'on pouvait rouvrir des interrogations sur l'histoire de ces nationalisations en portant une réflexion sur les questions environnementales. Donc il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés et dont le premier point était finalement d'essayer de déconstruire un peu les mythes
qui avait été véhiculé par l'historiographie des années 80-90. Dans ces travaux qui ont émergé, il y a une interrogation qui est portée sur les aspects environnementaux et sur l'invisibilisation finalement des aspects environnementaux dans les nationalisations. En particulier, une question qui est portée sur la manière dont la centralisation des réseaux a pu invisibiliser un certain nombre de facteurs environnementaux, dans le sens où le fait que la centralisation des réseaux énergétiques dans les années d'après-guerre, ça a pu être une façon de rendre moins visibles les particularités écosystémiques des territoires qui étaient concernés par les infrastructures énergétiques. Et du coup, il y a un certain nombre de chantiers historiographiques qui pourraient encore être menés sur ce point-là. De la même manière, le fait que dans les années d'après-guerre, pendant la période de nationalisation des industries énergétiques, il y avait une focalisation importante sur l'idée qu'il fallait faire croître constamment la production et la mobilisation d'énergie. On voit apparaître dans ces années-là un certain nombre d'indicateurs quantitatifs qui orientent la façon dont les entreprises nationalisées doivent fonctionner. Et de la même manière, un certain nombre de travaux historiques ont montré que la construction de ces indicateurs quantitatifs avait pu avoir pour effet d'invisibiliser des effets environnementaux, puisque si on se concentre sur les chiffres de croissance de l'énergie, on n'est pas forcément en mesure de regarder ce qui se passe à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'un écosystème, quels impacts ça a sur ces écosystèmes. Donc, il y a des travaux qui ont été menés aussi sur la genèse d'une réflexion syndicale sur la possibilité d'agir sur le système énergétique dans son ensemble, puisque les travaux qui avaient été menés dans les années 80-90 avaient été beaucoup des travaux d'histoire concentrés sur certaines entreprises, sur certaines filières industrielles, mais pas nécessairement sur l'ensemble du système énergétique. Donc récemment, un certain nombre de travaux ont pu émerger pour essayer de saisir dans son ensemble le système énergétique et regarder ce que ça fait, par exemple, la croissance de la consommation de pétrole aux industries électriques ou au charbonnage. Il y a également des travaux qui ont permis de mettre en lumière le fait que la réflexion syndicale sur l'énergie ne passait pas seulement par des fédérations professionnelles, mais qu'il y avait une dimension interprofessionnelle très importante, puisque l'énergie est fréquemment considérée dans tous les discours syndicaux interprofessionnels comme le socle de l'industrialisation ou de l'aménagement du territoire. Donc l'idée que l'énergie a un impact sur l'ensemble des choix de société qui peuvent être faits ensuite, et puis un enjeu interprofessionnel aussi sur la question de l'accès à l'énergie pour tous. Donc, pour citer quelques travaux qui ont pu être menés ces dernières années, il y a un travail qui commence à être un peu ancien, qui est celui de Gabrielle Ash, une historienne américaine, qui a travaillé sur les débuts du programme électronucléaire français dans l'après-guerre jusqu'aux années 60, qui est assez important pour réinterroger le mythe, la construction du mythe de l'indépendance énergétique en France et la façon dont les organisations syndicales se sont positionnées par rapport à ça. Il y a récemment une thèse qui a été soutenue, il y a 3 ans maintenant, de Marie-Guise Malfilâtre, une sociologue et historienne qui a travaillé sur la prise en charge par la CGT des risques du travail pour les travailleurs sous-traitants du nucléaire, donc davantage exposés aux radiations. Et il y a une thèse qui est en cours actuellement de Louis Fagon qui travaille sur une histoire environnementale des choix de nucléarisation du Rhône, donc en travaillant sur l'ensemble du fleuve Rhône et sur l'ensemble du bassin versant, et en portant une attention particulière aux formes de mobilisation de la main-d'œuvre dans les chantiers de construction de ces centrales, puis dans les centrales en fonctionnement. Donc, si je vous cite ces 3 travaux, c'est parce que vous voyez bien aussi le prisme qu'il y a, la focalisation qu'il y a, et qui est très française sur le nucléaire, et d'une certaine manière, tous les travaux qui ont porté sur l'histoire environnementale de l'énergie et qui interrogent le syndicalisme au cours des dernières années se sont portés beaucoup sur le nucléaire. On a du mal à sortir de ce secteur-là parce qu'il y a une spécificité française et qu'il y a un intérêt à l'étudier, mais peut-être qu'il faudrait aussi regarder davantage d'autres secteurs désormais. Troisième grand ensemble de questions qui commence à avoir été pas mal travaillé, c'est le croisement de la santé au travail et des luttes contre les pollutions industrielles. Donc il existe depuis maintenant une vingtaine d'années une littérature en sciences sociales qui est assez dynamique sur les questions de santé au travail, mais qui finalement avait étudié la santé au travail uniquement
à l'intérieur des entreprises ou dans le cadre des relations paritaires employeurs-organisations syndicales. Cette littérature-là, elle n'a pas inclus une attention aux préoccupations environnementales. Elle commence à s'ouvrir à ces questions-là, mais ça reste vraiment très récent. C'est vraiment les toutes dernières années où ces questions-là se posent pour les historiens ou sociologues de la santé au travail. Donc tout ce qui porte sur la santé au travail n'ouvre pas nécessairement une réflexion environnementale. Pourquoi ça n'ouvre pas une réflexion environnementale? Ça a été un point qu'ont montré un certain nombre d'historiens qui cherchent à croiser santé au travail et santé environnementale. C'est lié aux lois qui ont structuré l'action syndicale en matière de santé au travail depuis la fin du XIXe siècle, et donc notamment la loi sur les accidents du travail de 1898, puis la loi sur les maladies professionnelles de 1919. Ces lois, je ne sais pas si vous le savez tous, donc je rappelle brièvement. La loi de 1898, sur les accidents du travail, elle est adoptée parce qu'au cours des décennies précédentes, un certain nombre d'employeurs se retrouvent en justice, traduits en justice par des ouvriers victimes d'accidents du travail dans le cadre de leur activité professionnelle, et les employeurs ne peuvent pas prévoir le montant financier qu'ils devront payer au terme de ces procès. Donc ça crée une instabilité budgétaire pour eux. La loi sur les accidents du travail, d'une certaine manière, va venir régler ce problème-là, parce qu'avec cette loi, il y a 3 points importants dans cette loi. D'abord, c'est le fait que chaque accident du travail qui survient pendant le temps de travail et sur l'espace de travail est imputable normalement à l'employeur. Il y a ce qu'on appelle une présomption d'imputabilité, donc responsabilité de l'employeur qui est engagée. En théorie, ça fonctionne comme ça. Après, dans les faits, évidemment, différent, l'application est beaucoup plus compliquée. En contrepartie de cette responsabilité engagée de l'employeur, il doit s'engager à verser une indemnisation aux salariés, ce qu'on appelle une indemnisation forfaitaire. Par contre, le 3e point, c'est que à partir du moment où il y a cette indemnisation forfaitaire, les ouvriers ne peuvent plus aller en justice pour ce type d'accident. Donc on retire complètement à la justice la possibilité d'intervenir sur ces accidents. Ça change un peu au cours des dernières décennies, mais globalement, ce cadre juridique reste en place. Et l'interprétation qu'ont fait un certain nombre d'historiens de la santé au travail de l'application de cette loi, et qui me semble toujours valable, même si je pense qu'il faut y apporter des nuances, c'est qu'à partir du moment où cette loi est adoptée, le mouvement syndical va raisonner dans ces termes-là et va chercher à étendre la liste des accidents qui seront indemnisables, puis des maladies professionnelles qui sont indemnisables. Mais du coup, pour ces historiens, le mouvement syndical aurait consenti à une logique de monétarisation de la santé et de compensation monétaire de la santé. Donc ça, c'est l'interprétation qui reste dominante, largement dominante parmi les historiens de la santé au travail. Moi, il me semble qu'il faut apporter un certain nombre de nuances, et il y a des travaux qui ont apporté un certain nombre de nuances sur ce point-là. En particulier parce qu'on a fait ressortir au cours des dernières années 2 périodes au cours desquelles le mouvement syndical, ou au moins certaines fractions du mouvement syndical, se sont opposées fortement à cette logique de monétarisation des risques du travail. La première période où il y a eu ces oppositions, c'est le moment 1900, donc très peu de temps après l'adoption de la loi sur les accidents du travail. Et là, c'est notamment Judith Reynor, une historienne de la santé au travail, qui a montré que des syndicalistes CGT, des peintres de la peinture en bâtiment, se sont opposés à l'utilisation du plomb qui provoquait du saturnisme professionnel et ont porté un refus du principe de monétarisation des risques du travail. Donc, Judith Reynor a notamment beaucoup travaillé sur la figure d'Abel Cressac, un militant CGT, qui était un militant syndical avec un profil très particulier, très atypique pour ces années-là, parce que c'était un syndicaliste réformiste qui ne correspondait pas à la majorité de la CGT à l'époque, vous le savez, et donc il était assez minoritaire au sein de son organisation en ce moment-là. L'autre séquence qu'on commence à bien avoir travaillé, c'est la période qu'on appelle classiquement les années 68, où là, à partir de l'accident, de l'explosion de la raffinerie de Feyzin en 1966, toute une cohorte de militants syndicaux, CGT et CFDT, s'investissent dans les comités d'hygiène et de sécurité, qui auparavant étaient relativement désinvestis par les organisations syndicales. Et on va voir ces militants porter un refus du principe de monétarisation des risques du travail et porter finalement davantage une logique de suppression
de substances qui pourraient être dangereuses ou de remplacement de ces substances par d'autres, et une logique du coup beaucoup plus préventive qui se coule moins dans le cadre de la compensation monétaire des risques du travail. Donc si j'insiste un peu sur ce dernier point, et j'y reviendrai dans les pistes creusées par la suite, c'est qu'il y a vraiment un désaccord entre historiens de la santé au travail et de la santé environnementale sur le rôle qu'ont tenu les organisations syndicales dans la contestation de la logique de monétarisation des risques professionnels, et c'est un chantier où vraiment il reste du travail à faire, je pense. Donc voilà un peu pour ce bilan des savoirs. Je suis allé très vite, peut-être très imprécis, mais ça nous permettra aussi d'en rediscuter dans la discussion s'il y a des points à préciser. Donc j'en viens au deuxième temps de ce que je voulais vous présenter, qui porte là davantage sur des fronts pionniers pour la recherche ou des pistes de recherche qui pourraient être travaillées dans les prochaines années. En particulier, je pense qu'un certain nombre d'IHS pourraient avoir un intérêt sur plusieurs thèmes. Donc, je vais donner 5 pistes. Ces 5 pistes, ce n'est pas des pistes sur lesquelles il n'existerait rien du tout. Il y en a quelques-unes où il y a très peu de travaux, d'autres où il commence à y avoir des travaux, mais très récents, qui peuvent porter un certain nombre de questionnements émergents qui pourraient être prolongés au sein des IHS. La première piste, c'est essayer de repenser une histoire longue des pratiques du mouvement ouvrier en matière d'environnement. Je vous mets sur cette diapo la couverture d'un livre de Serge Audier, La société écologique et ses ennemis, un livre qui a été publié en 2017. Serge Audier cherche à retracer la façon dont l'environnement a été représenté, a été pensé par un certain nombre de militants du mouvement ouvrier, prenant un mouvement ouvrier très large au XIXe siècle, en revenant notamment sur la pensée d'un certain nombre de socialistes utopiques du début du XIXe siècle, qu'on a assez largement oublié, et on a oublié surtout qu'ils avaient une dimension pré-environnementale, on va dire, dans leur réflexion. Serge Audier montre qu'il y aurait un intérêt à réexhumer ces penseurs-là pour des enjeux très présents. Donc la démarche de Serge Audier est assez intéressante, c'est une démarche très érudite, le livre est très long, mais il y a énormément de renseignements. Par contre, ça reste une approche qui se concentre sur des grands auteurs, sur des grandes idées, qui n'examinent pas tellement les pratiques sociales. Et donc je pense qu'il peut y avoir un intérêt pour les IHS à s'intéresser à ces penseurs-là, mais pour voir quels impacts ils ont eu sur le réel, puisque les pensées de Charles Fourier, par exemple, ou d'autres, vous le savez, ont amené à la création d'un certain nombre d'expériences communautaires dans le premier XIXe siècle, puis pendant la suite du XIXe siècle. Il y a probablement un intérêt à retourner voir les archives de ces expériences-là pour voir ce qu'il se passait sur le plan des représentations de l'environnement et sur la façon dont ces communautés-là mobilisaient des ressources naturelles sur leur territoire. Ça me paraît d'autant plus intéressant que l'influence de ces penseurs, même si elle n'a pas été revendiquée parce qu'un peu disqualifiée par les courants majoritaires dans le mouvement ouvrier au XXe siècle, même si ces pratiques-là ont été disqualifiées, elles sont restées influentes, même parfois de manière inconsciente, dans la réflexion qu'ont pu porter un certain nombre de militants syndicaux, notamment sur les questions d'aménagement urbain au cours du XXe siècle. Ce serait également intéressant d'étudier l'empreinte qu'ont pu laisser ces pensées-là en étudiant les pratiques de loisirs et de tourisme populaire, dans lesquels un certain nombre de militants syndicaux ont pu s'engager, ont pu promouvoir, parce que ça peut paraître étrange que je dise ça. En fait, si je souligne ce point-là, c'est parce que dans un certain nombre de pays, notamment aux États-Unis, il y a des travaux d'historiens de l'environnement qui ont montré que les organisations syndicales qui étaient propriétaires d'un certain nombre de centres de vacances ou qui géraient des comités d'entreprise qui avaient des centres de vacances ont pu penser l'organisation des pratiques de tourisme populaire et l'organisation de ces centres de vacances pour essayer de véhiculer, de sensibiliser aux questions environnementales. Il y a des travaux, par exemple, d'historiens américains sur les syndicats de l'automobile américain dans les années 60, les syndicats de l'automobile de Détroit, notamment, qui sont très puissants dans ces années-là, qu'on n'imagine pas spontanément être écologistes. Or, dans ces années 60, il y avait un certain nombre de discours et de revendications
écolo vraiment dans ces syndicats de l'automobile américain. Et notamment, ils avaient un certain nombre de centres de vacances dans lesquels il y a eu une réflexion importante sur la façon dont on pouvait imaginer des pratiques de tourisme populaire qui avaient un moindre impact sur le plan écologique. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de retravailler les questions du tourisme populaire en ayant des interrogations environnementales, en ouvrant les archives. Le deuxième front de recherche important, c'est les enjeux environnementaux des désindustrialisations. Donc là, vous le savez, le colloque dont les actes ont été édités, le colloque de l'IHS qui a eu lieu en 2016 ou 2017 sur la CGT face aux crises, dont le livre est disponible là-bas, ça ouvrait un certain nombre de réflexions sur les désindustrialisations, mais des réflexions qui portaient davantage sur des enjeux économiques et sociaux. Ce front de recherche sur les désindustrialisations, il existe dans plusieurs pays depuis une vingtaine d'années. En France, il reste relativement récent. Il a été notamment réaffirmé par un numéro de la revue 20 et 21, enseignement 20e siècle, qui a été publié l'an dernier, qui a été coordonné par Marion Fontaine et Xavier Vignat. Et dans ce numéro, ils ouvrent un certain nombre de pistes pour penser les enjeux environnementaux des désindustrialisations. Il y a plusieurs grands programmes de recherche européens et internationaux qui se mettent en place actuellement avec des historiens de plusieurs pays pour étudier l'histoire des premières désindustrialisations, et tous ces programmes incluent un volet environnemental et sanitaire. Donc il me semble que là, ça peut poser deux ensembles de questions pour lesquelles les IHS pourraient contribuer à la réflexion. En premier lieu, c'est le fait que les territoires qui sont marqués par les désindustrialisations sont souvent des territoires qui vont être marqués par des conflits relatifs à la santé des anciens salariés des industries concernées. Dans la mesure où les entreprises ont fermé, c'est beaucoup plus facile de porter des revendications sur les préjudices qu'on a subis sur sa santé. Et en même temps, ça soulève des questions de pollution rémanente sur les territoires qui sont concernés. Donc, il y a un livre qui a été publié il y a 3-4 ans maintenant, qui est assez important pour montrer comment ces questions se posent en France sur un territoire particulier, celui de Givors, donc au sud de Lyon. C'est un livre de Pascal-Marie Chalard qui s'appelle « Qui a tué les verriers de Givors ?» et il parle de la mobilisation des anciens verriers de Givors pour la reconnaissance de leur maladie professionnelle, mais il souligne en même temps que ces anciens verriers ont une réflexion sur le réaménagement de l'ancien site industriel, parce qu'il reste des sols pollués et durablement pollués à Givors qui peuvent poser des problèmes de santé pour l'ensemble de la population au-delà des anciens verriers. Le second ensemble de questions qui peut être posé par ces recherches sur la désindustrialisation, c'est que ça pourrait être intéressant d'étudier plus finement la façon dont se transforment les territoires sur lesquels les entreprises ont fermé ou bien certaines activités productives ont disparu, en particulier parce qu'on voit dans un certain nombre d'anciens quartiers industriels des formes de requalification urbaine portées souvent par les municipalités ou les communautés d'agglomération, avec des arguments écologiques ou supposément écologiques, avec l'idée de verdissement des quartiers, de création d'écoquartiers, etc. Et que parfois, ces formes de verdissement de ces anciens sites industriels peuvent être une manière d'invisibiliser une mémoire ouvrière. Alors ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si on prend un exemple précis qu'il faudrait étudier davantage, mais à Brest, sur l'ancien site des Capucins, qui était un bâtiment qui appartenait à l'Arsenal, sur lequel il y a une population ouvrière très importante, ce bâtiment des Capucins a été transformé en centre commercial et centre culturel, ouvert à la population. Et du coup, il y a eu des revendications syndicales pour que cet espace-là ne soit pas privatisé, que ça reste un centre ouvert à la population. Donc une forme de conciliation d'un verdissement du quartier dans la qualification urbaine et en même temps de valorisation d'une mémoire ouvrière. Ça n'est pas le cas partout. Si on regarde d'autres territoires industriels, je pense par exemple à La Ciotat, il y a davantage une dynamique conflictuelle entre des formes de verdissement et de requalification urbaine d'un côté et la protection de la mémoire ouvrière de l'autre.
ce serait intéressant d'étudier les premières histoires qu'on peut avoir sur ces enjeux-là, parce que c'est une histoire qui est encore à venir, l'histoire des industrialisations, elle est devant nous. Et donc je pense qu'avoir des travaux sur la façon dont les enjeux environnementaux se posent au moment de certaines désindustrialisations, ça permettra aussi à un certain nombre de militants syndicaux de se confronter avec davantage de connaissances aux procédures de désindustrialisation qui pourraient arriver dans les prochaines années. Troisième front pionnier pour la recherche, troisième piste de recherche, c'est là encore poursuivre les travaux sur l'histoire de l'énergie. Il y a un certain nombre de travaux qui ont émergé ces dernières années en histoire environnementale de l'énergie qui proposent de reprendre et de réviser les programmes de recherche qui avaient été ceux des historiens des années 80-90 et qui proposent de se confronter à ces programmes de recherche en amenant des réflexions sur comment est-ce que l'histoire de l'énergie pourrait contribuer à la réflexion contemporaine sur les enjeux climatiques et la justice climatique. Donc il y a un enjeu de décentrer cette histoire classique de l'énergie à partir de 3 points de décentrement. Le premier, c'est sortir d'une histoire de l'énergie qui a été très focalisée sur l'histoire des entreprises et finalement sur une success stories de ces entreprises. Regarder aussi peut-être des expériences de mobilisation de l'énergie qui ont pu être des échecs et essayer de comprendre pourquoi ça a été des échecs, que ce soit sur l'impact environnemental ou alors des formes de mobilisation de l'énergie qui pouvaient être plus respectueuses de l'environnement mais qui pour des raisons économiques n'ont pas pu aboutir ou ont été mises en échec par d'autres entreprises. Donc ça c'est le premier décentrement, sortir d'une historiographie très centrée sur les entreprises et sur les success stories. Le deuxième décentrement, c'est un décentrement chronologique, puisqu'on a énormément de travaux maintenant, pour la France notamment, qui portent sur les décennies d'après-guerre, sur la façon dont se construisent les nationalisations et sur la façon dont le mouvement syndical va se mobiliser pour de bonnes raisons pour défendre les conquêtes sociales des décennies d'après-guerre qui sont remises en cause depuis plusieurs décennies maintenant. Mais par contre, ce serait faux de dire qu'on n'a pas de travaux, mais on a quand même moins de travaux sur les décennies qui précèdent la Deuxième Guerre mondiale. Alors il y aurait peut-être un intérêt aujourd'hui pour penser la façon dont on mobilise l'énergie pour faire face au réchauffement climatique, à regarder ce qui s'est passé au XIXe siècle ou dans les premières décennies du XXe siècle, dans des périodes où les réseaux énergétiques étaient peut-être moins centralisés, mais où il pouvait y avoir du coup une attention plus forte à ce que faisaient les infrastructures énergétiques au territoire et aux écosystèmes. Le dernier décentrement sur cette histoire de l'énergie, c'est qu'il serait nécessaire de sortir d'une histoire très franco-française, parce que, je vous l'ai mentionné avec les travaux qui sont en cours récemment, on a beaucoup de travaux sur la construction du programme électronucléaire français, mais finalement on reste très centré sur ce qui se passe dans les frontières hexagonales. Il y a une forme de concentration très nationale qui ne permet pas toujours de voir ce qui se passe sur l'ensemble du système énergétique et ne permet pas de comparer aussi ce qu'a pu faire le mouvement syndical dans d'autres pays. Or, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie, il y a un certain nombre de travaux d'historiens actuellement qui s'intéressent à la façon dont le mouvement syndical a pensé la mobilisation de l'énergie et a pu s'opposer à un certain nombre, ou contribuer au contraire à un certain nombre de projets d'infrastructures énergétiques qui pouvaient paraître plus ou moins respectueuses de l'environnement. Donc là, je vous mentionnais aussi, en disant que c'était des pistes émergentes de recherche, 2 ouvrages qui ont été publiés il y a 1 an et 2 ans sur l'histoire environnementale de l'énergie et qui contribuent là aussi à ouvrir de nouvelles pistes de recherche et à proposer de nouvelles façons de penser l'histoire de l'énergie. Donc un ouvrage coordonné par François Jarige et Alexis Vrillon, Face à la puissance, aux éditions La Découverte, et un autre qui s'appelle Sous le soleil, qui a été coordonné par Geneviève Massard-Guilbault et Charles-François Matisse, tous historiens de l'environnement. Le 4e front pionnier pour la recherche, c'est les mobilisations et les revendications pour la sanctuarisation de la santé,
donc là qui prolonge des choses qui sont en cours, et un certain nombre de débats qui sont en cours que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Donc là, je souligne bien que parler de santé au travail, ça n'ouvre pas nécessairement une réflexion sur l'environnement. Par contre, quand on cherche à regarder des moments où on a pu parler de sanctuarisation de la santé, là, en général, on voit davantage apparaître des croisements entre questions relatives à la santé au travail et questions environnementales. Pourquoi ? Parce que fréquemment, quand des militants syndicaux ont porté ce principe de sanctuarisation de la santé, c'est-à-dire de soustraire la santé à ce qui serait négociable entre employeurs et salariés ou entre salariés et États régulateurs, eh bien, on voit qu'il y a une réflexion sur les formes de production, le type de production, l'utilisation des substances, ce que les substances ou les matériaux peuvent faire à l'environnement, au-delà des seuls salariés qui sont concernés par la manipulation de l'amiante, par exemple, ou de substances chimiques. Donc ce principe de sanctuarisation de la santé, il permet de sortir du cadre strict des relations professionnelles ou des relations salariales. Et donc ça a souvent été un levier pour établir des relations entre salariés d'industries polluantes et riverains de ces industries, par exemple, et du coup ouvrir une réflexion environnementale. Donc il reste un certain nombre de travaux à mener pour mieux documenter l'action syndicale dans ce domaine et comprendre la manière dont la volonté de sanctuariser la santé, ça a permis de construire une action environnementale. Il peut y avoir 3 pistes pour contribuer encore à ce domaine-là. D'abord, il peut y avoir des travaux à mener sur les trajectoires biographiques d'un certain nombre de militants qui ont été investis sur les questions de santé au travail et d'enjeux environnementaux. Lors du printemps du Métron en 2016, Marion Fontaine avait pu mentionner les trajectoires d'un certain nombre de militants des charbonnages, notamment, et le fait qu'un certain nombre de ces militants, depuis les années 60, se sont investis sur des questions de santé et au croisement des luttes entre santé et environnement. Alors Marion Fontaine, elle évoquait notamment les mineurs CFDT de Lorraine, mais il existe aussi des exemples qui pourraient être pris dans d'autres secteurs industriels et au sein de la CGT. Pour ne prendre qu'un exemple, je pense qu'on connaît encore assez mal ce qu'a fait l'ancien métallurgiste Jean Rebourg, qui a été un peu le référent confédéral pendant des années sur les questions de santé au travail, qui dans ses livres ouvrait la santé au travail à une dimension environnementale. Donc il y a probablement un intérêt à davantage étudier ce qu'il a pu faire et ce qu'ont pu faire les personnes qui travaillaient avec lui. Deuxième point qui pourrait être davantage travaillé sur la santé, c'est étudier certains secteurs dont on sait qu'ils sont marqués par des pollutions lourdes, mais que l'on méconnaît encore, sur lesquels on a encore peu d'études, au moins pour la CGT. Je pense en particulier à l'action de la Fédération Chimie, qui reste encore peu connue sur les positions qu'elle prend par rapport aux pollutions industrielles, alors qu'il y aurait un certain nombre de choses à dire. Enfin, dans les publications de la Fédération Chimie, on voit émerger des réflexions sur les enjeux environnementaux. Et je le souligne d'autant plus parce que la Fédération Chimie CFDT est très bien connue. Il y a des travaux qui commencent à être très précis, mais on n'a pas le pendant finalement côté CGT, alors qu'il y aurait un vrai intérêt à travailler davantage là-dessus. C'est le cas aussi d'un secteur, en tout cas d'un secteur qui est la fonction publique, parce que tous les travaux, toutes les études d'historiens et de sociologues sur la santé au travail ont porté quasi exclusivement sur des entreprises privées. On sait très peu ce qui se passe en matière de santé au travail et de santé environnementale dans la fonction publique. Et donc là, il y a un certain nombre de travaux à mener. Je travaille par exemple avec un certain nombre de collègues actuellement sur la reconnaissance du risque amiante dans la fonction publique. Et cette question de la reconnaissance du risque amiante dans la fonction publique, elle peut poser question aussi sur le plan environnemental, parce que la chronologie de la reconnaissance du risque amiante dans la fonction publique rejoint la chronologie d'un certain nombre de luttes environnementales pour l'interdiction de l'amiante. Donc il reste un certain nombre de travaux à faire pour éclairer davantage certains secteurs. Enfin, il reste un certain nombre de mobilisations qu'on a pu voir apparaître dans certains travaux de journalistes ou mentionnés dans certains travaux d'historiens, mais qui n'ont pas été creusés, qui n'ont pas été approfondis, que ce soit des mobilisations sur la longue durée ou des grèves sur un moment particulier.
Je prends un seul exemple. En 1977, il y a une grève qui est fréquemment citée par plusieurs historiens, qui se déroule dans une usine chimique qui s'appelle La Littorale à Béziers, qui est propriété de la multinationale Union Carbide et qui produit du thémique. Le thémique, c'est ce qui provoquera quelques années plus tard l'explosion de Bhopal, plusieurs dizaines de morts en 1984. Et en 1977, dans cette usine de Béziers, il y a une grève sauvage qui démarre, au départ sans appel des organisations syndicales, et puis aussi bien la CGT que la CFDT vont soutenir cette grève-là. C'est une grève qui est fréquemment présentée par des journalistes comme étant un moment particulièrement important des liens entre le monde du travail et mouvements écologiques, et pourtant on n'a pas d'études approfondies de cette grève-là. Il y aurait toute une série de grèves qu'on pourrait mentionner comme ça, sur lesquelles on n'a pas encore d'études historiques approfondies, alors qu'il y aurait certainement des archives disponibles en région et des acteurs qui sont encore là pour pouvoir témoigner et pour faire des entretiens. Sur tous ces enjeux, il y a un certain type d'archives aussi sur lequel j'attire votre attention qui pourraient être mobilisées. C'est les archives des CHSCT. Et je souligne d'autant plus ce point-là que vous savez que les CHSCT ont été liquidés ces derniers mois et que du coup se pose la question de que vont devenir les archives de ces CHS. C'est un enjeu pas simplement pour les IHS, c'est un enjeu aussi pour les équipes syndicales parce que ces archives, souvent, c'est un support pour faire reconnaître un certain nombre de droits pour des salariés qui sont victimes de maladies professionnelles. Et c'est en même temps un enjeu de mémoire du travail et du travail vivant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages plus précis de ce qui se passe sur les lieux de travail et sur ce qu'est le travail concret que des procès-verbaux de CHSCT ou d'accidents du travail qui sont portés à la connaissance du CHS. Donc il y a un enjeu là-dessus, d'autant plus qu'un certain nombre de CHS ont cherché à avoir une compréhension offensive de leur mission et à intégrer des critères environnementaux dans leur mission. Dernière piste de réflexion, dernière piste de recherche et de front pionnier pour des recherches à venir, c'est l'ensemble des réflexions syndicales qui ont pu être portées à différents moments, dans différentes instances, par différents types de militants syndicaux, sur la définition de ce qu'étaient des besoins sociaux. Cette notion de besoins sociaux, elle a été beaucoup évoquée dans le débat public ces dernières années, en particulier dans le contexte des confinements et du Covid. C'est une question qui recommence à être travaillée de manière beaucoup plus vive par des historiens, par des économistes, entre autres. Et je pense qu'il y aurait un intérêt là à revenir sur des épisodes passés pendant lesquels le mouvement syndical a cherché à penser la manière dont on définissait ses besoins. Parce qu'un besoin, ça n'est pas quelque chose qui est défini arbitrairement, ça n'est pas universel, ça reste quelque chose qui est défini socialement. Et donc le mouvement syndical a participé à la définition aussi de ce qu'était ou pas un besoin, de ce que pouvait être un besoin réel ou un besoin superflu. Et toutes ces questions de définition des besoins, elles posent un certain nombre de questions environnementales, parce qu'un besoin, ça a nécessairement un impact écologique. Et savoir ce qui relève du besoin réel ou du besoin superflu, ça pose la question de la limite écologique d'un certain nombre de besoins. C'est des réflexions qu'on peut retrouver ces derniers mois, au moins de manière partielle, dans des mobilisations sociales. Je pense par exemple aux mobilisations autour de la chapelle d'Arblay, de la raffinerie de Grand Puy, ou aux mobilisations portées par le collectif ICAR dans l'aéronautique à Toulouse, qui défend l'idée d'une reconversion des activités industrielles pour s'émanciper en partie du modèle qu'a imposé l'aéronautique à l'agglomération toulousaine. Et dans une certaine mesure, ce sont des questions que peuvent soulever aussi la fondation d'un certain nombre de coopératives ouvrières au cours des dernières années. Donc ici, ce serait intéressant d'examiner un certain nombre d'épisodes historiques pendant lesquels les organisations syndicales se sont posées la question de la définition de ces besoins, pour comprendre les implications environnementales de tout ça. Donc il existe un exemple sur ce point-là qui est souvent cité, qui est un exemple britannique, c'est celui du Lucas-Plan, au cœur des années 70, des salariés de l'aéronautique de l'entreprise Lucas, qui travaillent principalement pour fournir l'armée, considèrent, et leurs organisations syndicales majoritaires considèrent qu'ils ne répondent pas, que leur travail ne répond pas
un besoin social réel et demandent donc à pouvoir réfléchir à la reconversion de leurs activités pour avoir une activité qui leur paraisse utile socialement et plus viable sur le plan écologique. Ils vont obtenir pendant plusieurs mois d'être salariés pour mener cette réflexion et ils vont établir un plan, ce qu'on appelle le CAS Plan, qui va être diffusé publiquement, où ils proposent une reconversion de leur industrie à partir des compétences qui sont les leurs et à partir des machines qu'ils ont à leur disposition. Donc évidemment, il y a des limites à cette expérience, c'est qu'une fois qu'ils ont été salariés pendant plusieurs mois pour réfléchir et pour proposer ce plan, ils ne sont pas propriétaires des moyens de production, donc ils ne vont pas pouvoir mettre en application ce plan, et l'employeur ne va pas souhaiter mettre en application ce plan. Néanmoins, ça témoigne du fait qu'il y a eu une volonté syndicale de réfléchir ces questions-là, donc c'est un exemple qui est important. Alors c'est un exemple qui reste relativement inédit à cette échelle-là, mais il existe d'autres occasions au cours desquelles la question de la définition des besoins a pu se poser aux organisations syndicales. Ça peut être le cas, par exemple, en réexaminant les moments au cours desquels il y a eu un déclin de certaines activités productives. Je pense par exemple à un certain nombre de chantiers sidérurgiques, je pense au déclin des charbonnages. Ce serait intéressant de réexaminer aujourd'hui avec des lunettes environnementales les discours syndicaux et les propositions syndicales qui sont faites à l'époque. Pas nécessairement pour voir émerger des propositions qui seraient vertueuses sur le plan écologique, pour le dire rapidement, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, mais même si ce n'est pas le cas, c'est intéressant de savoir comment se sont positionnées les organisations syndicales et quelles implications les propositions qui ont été faites pouvaient avoir sur le plan environnemental. Ce serait intéressant aussi de revenir à l'étude de la façon dont les organisations syndicales se sont positionnées dans les instances de planification et la façon, quels critères ont été portés. Est-ce qu'il y a eu des critères environnementaux qui ont été portés par les organisations syndicales plutôt que par d'autres forces qui étaient représentées dans les instances de planification? Essayer de penser aussi si les critères qui ont été portés, même s'ils n'étaient pas codés comme environnementaux, pouvaient avoir des implications environnementales. Donc, voilà, ça c'est les 5 pistes, 5 fronts pionniers de recherche qui peuvent être portés. Je vais m'arrêter là pour laisser un temps de discussion. Simplement pour conclure, je souligne le fait qu'il me semble qu'il reste un certain nombre de chantiers à travailler avec ces 5 fronts que je mentionne. Et il me semble surtout que le contexte à la fois social et scientifique est beaucoup plus favorable aujourd'hui pour mener ces chantiers de recherche qu'il ne l'a été il y a 10 ans. Il y a un intérêt des jeunes chercheurs pour ces questions-là qui pourraient participer pour un certain nombre, en collaboration avec les IHS, à travailler sur certains chantiers de recherche. Et il y a surtout des archives qui existent et ça reste quand même le point principal pour pouvoir mener un certain nombre de chantiers de recherche. Merci, Renaud.